bénéfice, il y est toujours. Quand on a une augmentation, ça reste, ça a un sens, ça a une signification. Ça peut améliorer du moins le pouvoir d'achat des retraités. D'ailleurs, ils l'ont relevé, ils l'ont demandé depuis quelque temps. La demande, elle était persistante de cette frange de la population. Moi, je pense que c'est important et psychologiquement, ça aide à faire avancer un petit peu les choses pour les retraités. Et ça leur permettra aussi de soulager un petit peu leurs problèmes sociaux. Mais reste à savoir si cette augmentation ne sera pas rattrapée par l'inflation. Donc, et de là, j'enchaîne. Moi, je pense que le véritable problème aujourd'hui, c'est notre économie. Et là où je m'inscris avec le président et je soutiens ces grandes décisions, c'est beaucoup plus les décisions qui vont vers l'économie, pour la relance économique. Toutes les grandes décisions qu'il a prises au profit du secteur de l'agriculture. Pourquoi? Parce que c'est par le biais de l'économie qu'on pourra endiguer un petit peu la situation de l'inflation. Parce qu'on ne peut pas. Ça veut dire que c'est une véritable spirale. On a bon à augmenter les salaires des salariés, augmenter les pensions des retraités. S'ils sont rattrapés par l'inflation, ça ne rime à rien. Au bout de 3-6 mois, on va commencer à se dire c'est comme si on n'a pas eu un avantage ou une augmentation. Donc, les véritables décisions que je considère importantes, c'est tout ce qui a été mis à disposition comme aide et mécanismes et outils d'accompagnement pour la relance économique. Ça, c'est des véritables décisions qui sont porteuses. Deuxièmement, il faut que maintenant qu'on arrive à nous imprégner de ces décisions et à nous imprégner de cette philosophie économique. Dire qu'il est insensé et injuste de notre part, travailleurs, de ne pas comprendre qu'il faut travailler l'entreprise. Qu'il faut qu'on soit rentable. Il faut qu'on gagne la bataille de la productivité à tous les niveaux pour qu'on puisse stabiliser un petit peu la situation sociale. Parce que ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est des augmentations qui arrivent et c'est 47% d'augmentation de la fonction publique. Ce n'est pas rien. Mais si vous posez la question aux simples salariés de la fonction publique, vous direz oui, il y a une augmentation, mais ça n'a pas réglé tous mes problèmes. Donc, moi, je pense qu'il faut regarder ce phénomène. Il faut que les travailleurs regardent ce problème. Il faut qu'on arrive tout de même à dégager une plus-value de l'économie hors hydrocarbures. Et ça, je pense que si on ne l'aide pas, si on n'accompagne pas, si on ne saisit pas cette opportunité qui est mise à profit de l'économie, on risque encore de rater le rendez-vous et on va reposer les mêmes problèmes dans 6 mois, dans une année, de dire « oui, la vie est chère, oui, le salaire ne suffit pas, oui, les pensions de retraite ne suffisent pas, etc. » Donc un petit peu, moi je trouve, c'est des décisions, ils sont importantes, c'est des décisions qui peuvent aider psychologiquement tout le monde, mais encore une fois, il faut que l'ensemble se mobilise pour essayer de gagner cette bataille de la relance économique. Le président, il a adhéré au dialogue social. La tripartite, c'est un mécanisme de retrouvailles entre partenaires. Ce qui est important, c'est d'avoir une culture du dialogue social. Il faut qu'on soit réactif. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il est nécessaire d'engager une discussion autour d'une thématique, il faut l'engager. Par contre, la tripartite, c'est le couronnement d'un travail. C'est le couronnement d'un processus de discussion, d'échange,
d'échange d'idées, etc. Et l'aboutissement, c'est la tripartite. Donc moi, là où il est d'accord avec moi, et je suis d'accord avec lui, ce n'est plus de faire des tripartites alibis, c'est que les tripartites doivent couronner un travail. Et ce travail, c'est le dialogue social qu'on doit permaniser entre nous. Ça veut dire qu'il faut que ça soit culturel. C'est-à-dire que tous les problèmes méritent d'être discutés avec les travailleurs, avec les employeurs, avec les administrations publiques. Tout le monde doit participer à ce dialogue. Il faut apprendre à se parler, il faut apprendre à s'écouter. Vous savez que 50% des problèmes peuvent trouver leur solution dans l'écoute, uniquement dans l'écoute. Et le 50 restant, c'est le cadre où on doit se retrouver pour essayer de trouver des solutions aux problèmes qui nous sont posés dans notre pays. Donc, là où on est d'accord, oui, on doit discuter, oui, on doit faire des propositions. Il faut oser. Quand on a une idée, il faut la proposer. Et nous sommes dans cette phase au niveau de l'organisation syndicale, prédisposés à engager une réflexion et en même temps à faire des propositions. Il faut le faire. On a des pistes. Et c'est des pistes qui vont permettre aux uns et aux autres d'explorer, de trouver une ligne de conduite. Sur ce plan, il n'y a pas de problème. Nous, on est disposés, nous, on est prêts. D'ailleurs, on est dans une dynamique de discussion ensemble, d'échange. On est en train de faire des tournées, de discuter avec les syndicats, de réapprendre à discuter. Parce que la discussion a disparu depuis fort longtemps dans notre organisation. Et si on peut apporter notre concours à l'édifice de ce pays, pourquoi pas? Donc on est disposé à faire. Nous avons des pistes, nous avons des choses à faire, à proposer, notamment sur la question de l'entreprise économique d'une manière générale. Il y a des entreprises qui sont en parfaite santé, il y a des entreprises qui sont déstructurées, il y a d'autres entreprises qui ont, c'est en dents de scie, pratiquement c'est à géométrie variable, ils ont des problèmes qui ne sont pas des problèmes de gros problèmes, mais c'est des problèmes qui reviennent en dents régulièrement. Et il faut en discuter, il faut avoir ce cadre de discussion. Nous avons même fait une proposition de créer un conseil national de travail, etc., pour évaluer aussi l'application de la loi de travail et regarder un petit peu les insuffisances ou les points forts et les points faibles de cette loi pour qu'on puisse avancer ensemble. Et sur ces principes, le président a donné son accord, de principe aussi. C'est-à-dire tout est ouvert, tout est accepté et acceptable à la discussion. Nous avons essayé d'apporter aussi des pistes concernant le prolongement de la maternité pour les femmes qui enfantent des enfants en malformation. Parce que ce n'est pas la même chose, on ne peut pas se permettre uniquement 3 mois. Nous avons lancé une piste pour le travail à mi-temps, qu'il faut peut-être organiser, légaliser, pour que les personnes malades de cancer, de maladies chroniques s'adaptent et décident de leur propre chef s'ils doivent travailler tout le temps ou travailler à mi-temps pour qu'ils puissent se soigner. Il faut avoir des idées de ce type pour essayer, même pour les femmes qui ont des enfants malades ou mal formés, peut-être que le travail à mi-temps leur permettra aussi d'avancer dans la vie active et en même temps accompagner leur progéniture pendant des années. Donc il y a des pistes et moi je me réjouis de cette acceptation de principe, de discuter de tous ces problèmes, que ce soit économique, que ce soit le dialogue social, ou encore la question sociale envers les malades, envers les femmes. Parce que ce qui est important dans une république, c'est une république qui regarde tous ses enfants. On ne peut pas dire que c'est une minorité qu'on ne doit pas la regarder, mais il faut regarder tout le monde. Et c'est important de regarder tout le monde.
Et ça, moi, je me réjouis de cette journée du 1er mai et je me réjouis de tout ce qui a été dit par le président de la République et tout ce qui a été présenté comme proposition et accepté sur le plan du principe par le président de la République. Écoutez, le SNMG, on l'a demandé. C'est une demande aussi de l'UJTA. Elle est dans notre discours officiel parce que moi j'ai fait une entorse à la règle. Je n'ai pas lu le discours, mais j'ai essayé de le synthétiser pour avancer, pour ne pas être lourd dans l'intervention. Pour ce qui est du SNMG, c'est tout à fait normal. Ça aide aussi à remettre un petit peu de l'ordre dans les structures salariales des entreprises et de l'administration publique. Pour ce qui est de la retraite, lui-même a répondu un petit peu de dire que ce n'est pas exclu d'engager une discussion, mais il a même fait référence au travail du Sud, c'est-à-dire qu'il a évoqué en demi-teinte la pénibilité. Est-ce que c'est par ce biais-là qu'on doit toucher ou faire avancer le dossier de la retraite à 32 ans? C'est par le biais de la pénibilité possible. Mais il faut travailler ce dossier, parce que ce n'est pas simple. Il faut se dire que est-ce qu'il y a beaucoup qui demandent? Quels sont les salariés qui méritent d'être regardés par rapport à leur travail pénible? Et quelle pénibilité? Parce que tout travail est pénible, peut-être c'est la haute pénibilité. Et troisièmement, il faut faire une étude aussi, pourquoi cette demande? Pourquoi les salariés qui sont jeunes? Parce que ça, c'est une demande tout azimut. Il n'y a pas que les travailleurs qui sont dans la pénibilité qui demandent à partir de 32. C'est tout le monde qui demande à partir. Est-ce que ce n'est pas lié aussi à un autre phénomène? Il faut analyser la chose, la demande, phénomène peut-être social. Est-ce que ce n'est pas aussi pour certains travailleurs jeunes qui travaillent dans l'administration, qui travaillent dans des endroits moins pénibles, qui demandent à partir à 32 ans et sans condition d'âge? Ce n'est pas le fait de l'environnement de l'entreprise, ce n'est pas le fait du harcèlement et de la pression de l'entreprise, le fait qu'on abîme un petit peu ses salariés moralement, donc ce n'est pas une question de sentimental dans le travail qu'il faut étudier, donc, parce qu'aller vite comme ça à la demande et répondre à la demande, ce n'est pas judicieux et ce n'est pas responsable. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une étude, pourquoi cette demande, et quelles sont les personnes qui méritent d'être regardées de plus près par rapport à leurs tâches de travail pénibles. Oui, le Sud, oui, les gens qui travaillent la nuit. Oui, les gens qui travaillent la nuit. Les gens qui sont dans les fours de l'industrie sidérurgique. Des personnes qui sont en phase des produits chimiques. Et parce que ça peut être pénible, et haute pénibilité, ça peut être aussi lié à des maladies. Parce que tous ces problèmes, il faut les discuter. Parce que moi, je ne pense pas que ça soit juste de notre part de poser ce problème de demande. Il ne faut pas que ça soit une demande de populiste. Parce qu'il faut financer aussi la caisse. Il faut que le déficit soit résorbé. Parce qu'on n'a pas le droit aussi de mettre en péril un système qui est un système de solidarité intergénérationnelle. Et tout ça, il faut le discuter, l'étudier, etc. Parce que c'est bien. La demande, elle est faite. Le principe de reprendre le dossier a été apporté. Tant mieux que ce sujet, ce dossier soit discuté. Et il faut tirer les meilleures conclusions pour répondre positivement aux travailleurs qui se posent ce genre de questions.
l'éducation, comme d'autres secteurs, sont en plein engagement de discussion des statuts. Et je pense que ces discussions autour des statuts particuliers des secteurs qui fait un petit peu grincer des dents les uns comme les autres. Je reviens au dialogue social. Le dialogue social, ce n'est pas l'offre et la demande, c'est une discussion. Discuter, chercher les meilleures solutions, les meilleures réponses. Je pense que ce qui nous manque, c'est la patience aussi. On n'est pas patient. On aime bien poser le problème aujourd'hui et avoir une réponse aujourd'hui. Et souvent, quand on n'a pas de réponse, ça crée des problèmes. Et malheureusement, le dialogue social aussi, c'est la patience. Il faut avoir la patience nécessaire, il faut aussi avoir les arguments nécessaires. Et ça, je reviens un petit peu sur le dialogue social à l'interne. Dans les syndicats, il faut qu'ils apprennent à produire des arguments. Il ne s'agit pas de faire de la demande. Il faut que les arguments soient à même de porter la solution. Et là, on n'est pas très fortiche, on n'est pas fort dans cette réflexion d'arguments. Alors, je pense qu'il y a aussi une sorte d'autocritique de notre part, de dire que ce n'est pas la bonne méthode, ce n'est pas la bonne solution. On ne va pas chercher de sortir le matin et de dire, écoutez, il me faut ça, il me faut ça, il me faut... Non. Il faut étudier, il faut analyser. Et ce qui a fait la force de l'UJTA depuis des années, c'était cette force d'analyse et de produire des argumentaires et de les présenter. Mais depuis quelques temps, quelques années, malheureusement, cette façon de faire a été perdue. On l'a perdue, on discute de moins en moins. Des communications à sens unique et qui n'apportent pas grand-chose. C'est comme si la science infuse les détenus par une seule personne. Mais non, le mouvement social, le syndicat, c'est un tout, c'est un ensemble, et c'est la réflexion d'ensemble qui est porteuse de réponses, qui est porteuse d'arguments, qui est porteuse d'un plan de travail, qui est porteuse de solutions. Vous savez, dans la vie syndicale, moi je l'ai dit, je le redis encore, il y a une loi aujourd'hui. On n'est pas tous d'accord. Moi je l'ai dit, même dans mon intervention, j'ai dit au président qu'en réalité, il y a des désaccords dans la conception de la loi de travail. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas l'appliquer. Hein. Et l'application, ce n'est pas synonyme de ne rien faire aussi. C'est-à-dire, il demandait aux syndicats, au pluriel, de réfléchir et de militer pour changer ce qui est insuffisant et des articles qui ne cadrent pas avec la réalité syndicale. Donc on applique en bon citoyen, mais on milite et on militera pour faire changer la loi. Il n'est pas interdit. Ce qui est regrettable, c'est d'aller vite vers l'impasse, vers les crises. Or que ce n'est pas une raison d'aller vers les crises, vers l'impasse et de ruer dans les brancards parce qu'il y a une loi que dans notre conception philosophique ne nous conviennent pas. Bien, si elle n'est pas bonne, eh ben, il faut porter, il faut mobiliser, il faut travailler, il faut avoir les espaces d'expression et d'échange dans nos syndicats respectifs et apporter les propositions nécessaires à l'amélioration de la loi de travail. Voilà un petit peu de ce que je vois et comment je vois la loi de travail. C'est un travail et le militantisme ne se terminera pas. Quand on est là dans une organisation syndicale, ne vous en faites pas, les problèmes ne s'arrêteront pas et les contraintes ne s'arrêteront pas,
le malheur des uns et des autres ne s'arrêteront pas, donc on est là confronté du matin au soir au problème du monde du travail, parce que le monde du travail, il est diversifié, il est large, il y a énormément de problèmes. Quand vous avez 10 millions ou 12 millions de travailleurs, ne croyez pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes, il y aura des problèmes, mais chaque minute, chaque heure, il y a des problèmes. Donc il faut, voilà, c'est le propre du militantisme syndical. Écoutez, ma feuille de route, elle est simple et compliquée. Elle est simple, il faut que je revoie un petit peu l'ensemble des structures verticales, horizontales, les unions de wilayat, les fédérations, il faut relégitimer les structures, il faut qu'ils tiennent leur congrès. Je suis tenu aussi d'appliquer la loi, et la loi, elle est contraignante. Maintenant, le mandat des dirigeants, c'est 2 mandats, pas plus. Pour certains, la loi n'est pas avec effet rétroactif, mais l'article lui-même, il est avec effet rétroactif. Il faut tenir compte des années passées. C'est pas simple parce qu'on a des habitudes. C'est pas simple parce que chacun a une petite république à soi. Quand on fait référence à la loi, les syndicalistes, ils coachent la loi. C'est comme si on est installé à son compte. Donc c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est de la gestion des mentalités qu'on est en train de faire pour le moment et non du syndicalisme et de la restructuration syndicale. Chacun, on doit écouter par rapport à sa propre mentalité, à son propre concept. Et ça, c'est difficile. C'est-à-dire qu'il faut s'armer de patience, il faut écouter les gens, et il faut leur faire savoir de temps en temps que les portes du Seigneur restent ouvertes et impénétrables.